Hello everyone, c'est moi, Duchesse. Duchesse qui est en plein chill pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé, excusez-moi, mais je la vois dans le retour de la caméra et la meuf, elle vit sa best life, quoi. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors moi, vous savez que la rentrée des classes a eu lieu, 5h30 le matin, on est au top, je peux vous assurer que ça pique. Mais bon, on lâche rien et on fait ce qui doit être fait. Je voulais, avant de commencer, mais je vais rapidement commencer parce que cette vidéo est assez longue, je voulais souhaiter un excellent anniversaire à Justine et un excellent anniversaire de mariage à Justine et à Origine Animale. Les filles, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bon allez les amis, on y va parce que j'ai un petit peu peur que ce soit long. Alors je vous en parle depuis un moment. Il m'a fallu du temps pour sortir cette vidéo parce que c'était au cours de lecture, enfin j'ai passé mon été à ça. Mais la somme d'informations que j'ai accumulées à travers donc ces derniers livres a nécessité plus de temps que de coutume pour que je puisse tout mettre en ordre parce que de là, je suis partie à là, enfin vous savez comment ça se passe. Petit disclaimer avant de commencer, un esprit ouvert, stimulant et sceptique est essentiel pour entamer le processus de déclassement de la désinformation psychologique qui a été systématiquement diffusée dans notre psyché depuis notre naissance. Lorsque nous nous aventurons dans des schémas de réalité non conventionnels, la vérité peut sembler beaucoup plus étrange que la fiction. C'est pour ça qu'il va falloir faire très attention. Alors je ne suis pas en train de dire que ce qui va suivre est la vérité absolue, parce qu'apparemment il y a un misunderstanding. Les gens n'arrivent pas à comprendre que je fais des sujets, je développe des sujets, mais moi je fais partie de l'équipe qui sait qu'elle ne fait rien et que chaque théorie peut avoir son contraire le lendemain parce qu'on va tomber sur d'autres informations, parce qu'on va tomber sur un autre chemin, parce qu'on va se rendre compte que au vu des derniers éléments, la théorie qui était valable hier ne l'est peut-être plus aujourd'hui, mais en tout cas, on est de la team qui se posons les questions, de la team qui cherchons à comprendre, des curieux quoi, des curieux. Parce que vous allez voir, dans cette vidéo, je vais aborder une théorie sur laquelle je suis donc tombée récemment et qui est pour moi à couper le souffle. La suggestion audacieuse qu'une vie intelligente existerait à l'intérieur de la Terre provoque inévitablement un haussement de sourcils et un gloussement étouffé chez les non-initiés, même si on sait qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a au centre de la Terre. Mais bon, ainsi va la vie. Pourtant, les faits montrent que cette hypothèse est bien plus crédible qu'il n'y paraît à première vue. Et la théorie, donc qui n'est pas la mienne, encore une fois, je ne dis pas que c'est la vraie, mais cette théorie, le postulat de départ de la théorie que je vais vous démontrer, que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'était que, et si la notion de forme de vie avancée, prospérant à l'intérieur de la Terre, n'était qu'une infime partie de la réalité délirante de notre monde. Alors restez avec moi. Attachez votre ceinture entre théorie de la Terre creuse, mur de glace, continent dissimulé et j'en passe. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Et c'est maintenant les amis, allez-y, j'espère que ça va vous passionner autant que ça m'a passionné à moi. Go! On sait déjà que chaque culture évoque des légendes de civilisations existant sous la surface de notre monde. Les passionnés des théories de la Terre intérieure sont familiers des traditions populaires telles que Aguerta, Shambhala ou encore Saint-Martin-Land. Et j'ai découvert qu'il en existe cependant littéralement des douzaines d'autres. Pourquoi donc ces récits, ces théories, ces hypothèses, ces probabilités ne sont-elles pas enseignées à l'école ? Question absurde, vous en conviendrez, puisque même en discuter revient à être ostracisé par le monde universitaire, par les collègues, par les amis et par la famille. Ces sujets, bien qu'ils ne soient pas totalement censurés, sont relégués au domaine de la fiction et des théories du complot farfelu.
Ils sont une zone interdite et c'est encore plus vrai aujourd'hui qu'auparavant. Alors que pourtant, scientifiquement, personne ne peut dire avec certitude ce qu'il y a exactement au centre de la Terre. Mais de nos jours, avoir des théories qui ne collent pas de près ou de loin au narratif officiel pose vraiment un problème. Le docteur Heinrich Kösch, archéologue autrichien, spéléologue et auteur spécialisé en préhistoire, a récemment écrit des livres profondément perspicaces sur la Terre intérieure. Malheureusement, ils sont totalement épuisés et n'ont jamais été traduits ni en français ni en anglais. Si tu parles pas l'autrichien, t'es cuit. Ce qui fait qu'ils ont quand même réussi à limiter l'information à un certain petit cercle. Est-ce que le docteur Kösch est censuré ? Il semblerait bel et bien que oui, car ces découvertes sont dûment documentées et suggèrent que le commerce, écoutez bien, avec les habitants de la Terre intérieure était à la fois réel et largement pratiqué jusqu'à la fin du XVIe siècle, lorsque les humains auraient violé leurs accords commerciaux avec les habitants de la Terre intérieure. Des tunnels ont été à ce moment-là scellés et des églises puis des monastères ont été construits par-dessus des entrées. Pour étayer son hypothèse, le docteur Kösch fournit des comptes rendus écrits authentiques de conflits intraterrestres, des artefacts de plus de 50 000 ans et des validations archéologiques de nombreux sites présumés d'entrée à travers son pays natal, l'Autriche. De façon décevante, il semble que ces découvertes aient été jugées trop controversées et son travail a pratiquement été étouffé. Il est facile d'oublier qu'avant l'assaut de la censure universitaire, avant la stigmatisation par l'évaluation par les pairs et de la science financée par les grandes entreprises pharmaceutiques, les plus éminents leaders de la pensée mondiale débattaient sans vergogne de leurs théories sur la Terre intérieure. Et ça, je veux vraiment y revenir parce qu'aujourd'hui, je vois bien tous ceux qui vont dire « mais c'est n'importe quoi, mais c'est farfelu, mais qui c'est ces gars ?» Ces gars, c'est des chercheurs, au même titre que ceux qui sont adoubés par nos télévisions, adoubés par notre société, parce qu'ils servent le narratif officiel. Ils ont les mêmes diplômes. Donc pourquoi eux seraient considérés comme des idiots farfelus avec des théories absurdes alors que c'est basé sur autant de recherches, autant de compétences, autant de choses que les autres. C'est pour ça que je veux absolument revenir sur le fait qu'à l'époque, des gens comme Edmond Halley, avant que le système et que la matrice soient bel et bien mis en place à un point tel qu'aujourd'hui les humains avancent comme les chevaux avec une vision réduite à souhait, à l'époque, on était beaucoup plus libre. Ainsi, des gens comme Edmond Halley, le mathématicien, physicien et astronome anglais qui a influencé bon nombre des avancées scientifiques du XVIIIe siècle, lui a proposé une terre creuse constituée d'une coquille épaisse de 500 miles, de 2 coquilles concentriques internes et d'un noyau intérieur. Il imaginait chaque région intérieure comme ayant une atmosphère et étant lumineuse et peut-être même habitée. Avant que les étroits d'esprit crient à la fadaise et à la bêtise conspirationniste, dois-je vous rappeler que M. Halley était tellement respecté en tant que leader de la pensée qu'une comète a été nommée en son honneur. Donc, ce gars-là, considéré comme l'un des plus grands chercheurs, il a émis que l'hypothèse d'une vie à l'intérieur de la Terre soit possible. Pareil, Leonhard Euler, mathématicien, physicien et astronome suisse, a quant à lui maintenu une théorie sur la Terre creuse qui ne comportait pas les sphères concentriques de la théorie de Halley, mais ajoutait, lui, l'élément d'un soleil intérieur. Et on a encore Johann Carl Friedrich Gauss, le mathématicien et physicien allemand connu comme le plus grand mathématicien depuis l'Antiquité, a élaboré la théorie mathématique pour séparer les sources intérieures et extérieures du champ magnétique terrestre et a théorisé que l'histoire et la géographie de la Terre peuvent s'expliquer par le fait que la Terre est une planète creuse avec un accès au pôle. Et la liste, les amis, elle est longue, je vous le dis, je suis tombée sur des chercheurs
reconnus, sur des gens qu'on ne peut pas cataloguer conspirationnistes, marginales ou autres étiquettes dont notre société d'aujourd'hui raffole pour limiter et censurer, c'est des techniques, vraiment c'est des pontes. Et je vous dis, vraiment, il y en a pléthore. Cependant, c'est Cyrus Reed Tidd, un médecin et alchimiste, qui fait selon moi le plus réfléchir. Il a proposé une cosmologie cellulaire qui plaçait l'univers entier à l'intérieur d'une coquille. Tidd a créé le rectilinéateur, un dispositif qui mesurait la courbure de la Terre, et son ensemble d'œuvres est devenu connu sous le nom de Koreshanati. Les nazis étaient intrigués par ces théories et ont étudié ces découvertes en détail. Ils étaient particulièrement intrigués par le fait que Tidd croyait que nous vivions sur l'une des nombreuses couches d'existence à l'intérieur de la Terre creuse, regardant vers le haut, vers l'univers, lui-même étant une illusion créée par un mécanisme solaire singulier. Il prêchait, il disait, connaître la concavité de la Terre et sa relation avec la forme universelle, c'est connaître Dieu. Mais croire en la convexité de la Terre, c'est-à-dire vivre à la surface extérieure de la Terre, revient à nier Dieu. Tidd ajoutait que la Terre ne tourne pas autour du Soleil, mais que le Soleil est un dispositif géant alimenté par batterie et que les étoiles ne sont que des réfractions de la lumière. L'insistance de Tidd sur le fait que nous ne vivons pas à l'intérieur de la Terre semblait incroyable. Mais honnêtement, moi, elle m'a inspiré à creuser davantage et mes recherches m'ont conduit au firmament. Une construction si fascinante qu'il y a de quoi se poser des questions. Vous allez voir, en tout cas, moi, ça m'a pas laissé de marbre. Alors, il faut savoir que pour la plupart des gens, firmament, c'est ciel. Mais que nenni. Le mot firmament vient du latin firmamentum, signifiant un objet solide et une construction prééminente dans les mythes de la création de l'Antiquité. Le dictionnaire Webster le définit exactement comme la voûte ou l'arc-en-ciel, mais son contexte est le plus fréquemment lié à la cosmologie biblique où il est connu comme le vaste dôme solide créé par Dieu le deuxième jour de sa création. Son but, nous dit-on, est d'isoler notre monde terrestre sec des eaux primordiales au-delà. Le livre de la Genèse, issu de la Bible de Genève, celle qui a précédé la version du roi James d'un demi-siècle, fournit une explication claire et sans ambiguïté du firmament. Non seulement le firmament est le lieu où réside le ciel, mais le soleil, la lune et les planètes y sont incorporés. Le firmament était donc considéré comme une structure solide dans le ciel, une sorte de dôme qui séparait les eaux d'en haut des eaux d'en bas, selon, je le répète, la compréhension cosmologique biblique. Et dites-vous qu'on retrouve ça dans la quasi-totalité des livres religieux. Dans le modèle hébreu, le firmament est connu sous le nom de, je suis désolée, je ne sais pas comment ça se prononce, j'espère ne pas faire d'impair, mais Rakia, une structure qui protège la terre du théum ou de l'océan cosmique situé au-dessus, également connu sous le nom de grand abîme. Tout comme dans le livre de la Genèse, le récit hébreu place les chambres du ciel à l'intérieur du firmament, ainsi que le soleil, la lune et les étoiles. Il inclut également la notion de portail, de fenêtres dans et apparemment au-delà du firmament. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je vous le mets rapidement, récemment, il y a eu ce buzz d'une espèce de porte qui est apparue dans le ciel en Inde et je suis tombée sur cette vidéo virale en même temps que je lisais les bouquins dont je suis en train de vous faire en gros un résumé et j'ai trouvé que pour le coup, ça validait assez ce qui était décrit dans les livres religieux. De plus, il introduit la notion de Séol, où les âmes se rendent, qu'elles soient justes ou non, après la mort. Le Séol existe à l'intérieur des piliers de la terre, un modèle que nous retrouverons à nouveau. L'islam aussi parle également du firmament, et bien que le mot apparaisse dans le Coran seulement 9 fois, il y a plus de 300 références au mot ciel ou cieux. Abdullah Yusuf Ali, un avocat indo-britannique qui a écrit plusieurs livres sur l'islam, dont une interprétation très respectée du Coran, a été l'un des premiers traducteurs à substituer le mot firmament par ciel. En faisant ainsi, Yusuf Ali a placé le firmament dans un contexte cosmologique plus précis.
En outre, le Coran déclare que le firmament intérieur est rempli d'étoiles pour se protéger contre les shaytans. Les shaytans, c'est des esprits malveillants qui sont chassés par une flamme. De toute évidence, le firmament est associé à une structure extrêmement solide qui a été créée par Allah le 2e jour de sa création. Il est associé au ciel et contient des étoiles ou dans ce cas des lumières. La description du firmament dans le Coran est fascinante et évoque pareil les fenêtres ou portails identifiés par le modèle hébreu. Plus précisément, le Coran fait référence à plusieurs reprises au firmament qui se brise, confirmant ainsi qu'il s'agit d'une structure en forme de dôme solide en premier lieu. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'au-delà des livres religieux qui décrivent ceci, dites-vous que ce ne sont pas seulement les mythes de création conventionnels qui font référence au firmament, mais aussi les récits beaucoup plus anciens. L'Enuma Elish est la principale source de la cosmologie mésopotamienne, donc comptez 1750 avant Jésus-Christ. Un chaos aquatique avant la création parle aussi de la création des étoiles, du soleil, de la lune et des planètes au sein du firmament. Certains ont spéculé que la tour de Babel babylonienne était une construction construite pour étudier et honorer le firmament, car sa description fait écho aux ziggourats dédiés au dieu mésopotamien Marduk à Babylone. Une autre référence intrigante au firmament peut être trouvée dans le livre d'Enoch, un ancien texte religieux hébreu attribué à Enoch, l'arrière-grand-père de Noé. Le livre est supposé dater d'environ 300 000 ans avant Jésus-Christ et parle des origines des démons et des Néphilim et des géants, des anges déchus du ciel, et pourquoi le déluge de la Genèse était moralement nécessaire. Le chapitre 18 contient 2 références séduisantes à la rencontre d'Enoch avec le firmament. Enoch a-t-il rencontré un endroit sur terre où le firmament rencontre la terre? Que voulait-il dire quand il a dit « J'ai vu la pierre angulaire de la terre » ? Et le feu dont il parle est-il le même que celui que le Coran déclare présent lorsque le niveau inférieur du firmament est violé? Les réponses à ces questions ne sont pas claires, mais les références au firmament le sont certainement. À ce stade, il n'est pas non plus surprenant que d'autres cultures anciennes y fassent aussi référence. Que ce soit dans la mythologie hindoue, celtique ou scandinave, on y trouve des allusions au firmament. Ici au Nevada d'ailleurs, j'ai découvert que dans la tradition navajo, on trouve de multiples références au firmament. Ici, le créateur de l'univers, le dieu noir, créait des constellations une par une et les plaçait dans le firmament. Dans la cosmologie maya, encore, à une époque avant que leur dieu ne naisse, des lézards sacrés soutenaient le firmament avec leur tête et leur queue. De même, les Incas croyaient que le monde des dieux se trouvait dans le firmament et était connu sous le nom de Anan Pacha. Les autres mondes étaient constitués du Kei Pacha, le monde terrestre, et de Luku Pacha, le monde souterrain ou monde des morts, selon la traduction, tout comme dans la tradition hébraïque. Prévisiblement, la présence missionnaire catholique a assimilé le Anan Pacha au paradis. Mais de base, parce qu'il faut comprendre que la compréhension d'aujourd'hui vient beaucoup des raccourcis qui ont été pris et des libertés de traduction qui ont été prises à travers les colonisations, les guerres, enfin vous savez comment ça se passe. Donc c'est pour ça que des fois, c'est plus facile d'enterrer la vérité, vu que les traductions sont quasi toutes approximatives. Mais peut-être la représentation la plus captivante du firmament est-elle Nut, la déesse du ciel des étoiles, du cosmos, de l'astronomie et de l'univers dans la religion de l'ancienne Égypte, qui est représentée en courbure au-dessus de la terre, comme une représentation vivante du firmament, avec des étoiles incrustées en elle. Il est clair que les anciens croyaient en l'existence d'une terre en forme de dôme qui sépare notre monde du royaume supérieur. Essentiellement, ce qu'ils suggèrent, faute d'une meilleure description, est que nous vivrions en gros à l'intérieur d'une immense boule de neige. Je sais, ça paraît complètement dingue et complètement hallucinant, mais dites-vous que c'est par rapport à la vision que vous avez de la planète Terre. Donc vous vous dites, ok, parce que c'est pas si gros, mais imaginez, si on nous a menti sur tout, y compris sur la taille de la Terre, sur la forme de la Terre, il y a qu'admettons, on soit 10 fois plus grand qu'un Jupiter qui est déjà, je ne sais pas combien de fois Jupiter pourrait contenir la tête. Moi, je trouve qu'en tout cas, ça vaut le coup. On parle de ces théories qui sont fascinantes.
Parce que honnêtement, une fois que tu as réalisé le nombre de références hallucinantes à travers l'histoire, au firmament et à travers différentes religions, différents contes, différents mythes, tu ne peux pas rester insensible et ne pas explorer cette théorie. Et quand tu vois le nombre de représentations que les anciens ont fait de ce firmament, tu finis par comprendre bon nombre de références au firmament et à la structure de la Terre. Et de fil en aiguille, ça m'a ramené au sujet que je crois franchement que de toutes mes vidéos et de tous mes sujets, c'est celui qui m'a le plus passionné, la fameuse carte de 1892, la fameuse carte d'Alexandre Glisson. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur la carte de Glisson, je vous mettrai toutes les vidéos dont je vais parler dans celle-ci en barre de description de cette vidéo. J'espère que j'ai été claire. Cette carte montre le pôle Nord au centre de la planète et à première vue ne semble pas inclure le pôle Sud. À première vue. Parce qu'à y regarder de plus près, on peut voir que le pôle Sud, en fait, est représenté comme englobant tout le périmètre extérieur de la planète. De base, beaucoup pensent que Glisson est une représentation du mur de glace de l'Antarctique et qu'au-delà de ce mur de glace, nous seraient dissimulés d'autres continents, y compris, selon certains, des terres légendaires comme l'Atlantide ou de la Lémurie. Je sais que cette notion peut sembler absurde selon la plupart des gens, mais fait indiscutable, l'homme militaire le plus décoré de son époque confirme que l'existence de ces continents lointains pourrait en fait être tout à fait réelle. Alors pour ceux qui ont vu mes vidéos, pareil, vous ne serez pas surpris, mais je parle bien évidemment de l'amiral Richard Byrd, officier naval américain, qui a reçu la prestigieuse médaille d'honneur. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, d'ailleurs, pareil, je vous mets tout dans la barre de description. C'était également un aviateur pionnier. C'était également un aviateur pionnier qui explorait le pôle Sud depuis 1928. Son expédition antarctique de 1946 à 1947 était connue sous le nom d'opération High Jump et pourrait finalement fournir un indice pour comprendre le firmament, le mur de glace et les terres qui pourraient exister au-delà. Byrd a clairement exprimé une préoccupation plutôt étrange. Apparemment, sa principale conclusion de la mission était la réalisation de la vitesse fantastique à laquelle le monde rétrécit. Beaucoup, justement, croient que l'Antarctique est située près du bord du firmament. Que voulait donc dire Byrd quand il a dit que le monde rétrécissait? Voulait-il dire que le firmament se contracte et que le mur de glace fond ou recule, ou faisait-il référence à toute autre chose? Sa préoccupation pouvait-elle avoir quelque chose à voir avec l'obsession actuelle pour le réchauffement climatique? Je pose cette question ici. Heureusement, Byrd a tenu un journal secret qui n'a été divulgué que par son fils plusieurs décennies après sa mort. La dernière entrée de Byrd est assez captivante. Il a clairement dit « J'ai vu cette terre au-delà du pôle, ce centre du grand inconnu ». Qu'avait-il vu exactement? Fait-il référence au continent au-delà de la barrière de glace ou à la terre intérieure qu'il semble décrire dans son journal? Quelques années plus tard, dans une interview télévisée en décembre 1954, sur l'émission de télévision Longines Chronocost, Byrd a approfondi ses découvertes. Les observations de Byrd sont précieuses et semblent corroborer les cartes anciennes qui identifient des terres au-delà de la barrière de glace. Byrd avait l'ordre strict de garder le silence sur ce qu'il avait vu en Antarctique et avait été plusieurs fois réprimandé par le gouvernement des États-Unis pour ses divulgations antérieures aux médias. Les praticiens de la programmation neurolinguistique conviendront que lorsque vous l'écoutez parler des terres au-delà du pôle Sud, sa gestuelle suggère clairement qu'il en sait bien plus qu'il n'est autorisé à le dire. Cependant, un indice quant à l'importance de sa découverte pourrait résider dans l'année où Byrd a mené l'opération High Jump. Cela correspond étrangement au début de l'âge d'or de la recherche sur le firmament, comme le confirme une série de documents déclassifiés publiés en 2000. Regardez donc ça les amis, j'ai trouvé ça, c'est hallucinant. Ces fichiers étaient destinés à révéler ce que la Russie préparait pendant la guerre froide. Mais au cœur de ces textes hautement techniques se trouvent des références au firmament et aux efforts que les Russes déployaient pour l'étudier. Les documents disponibles sur le site de la CIA, dans le cadre de la Electronic Reading Room de la loi sur la liberté d'information, sont éclairants et comprennent les éléments suivants. Regardez, la luminosité du firmament est mesurée.
Les documents sont extraordinaires et fournissent une perspective moderne et scientifique sur l'existence d'une structure en forme de dôme au-dessus de la Terre. Selon ces documents officiels, des scientifiques, et attention, non pas des théoriciens du complot, des scientifiques, ont étudié la structure qui envelopperait la Terre et la désignent de la même manière que les anciens, le firmament. Les années 1940, 1950 et 1960 ont marqué le sommet de l'exploration terrestre et ont vu la création d'organisations dont le but était de rechercher, de protéger et de dissimuler divers aspects de la planète sur laquelle nous vivons. Curieusement, ces organisations n'ont pas seulement été créées en hâte, mais en succession rapide, les unes après les autres. Quelle était donc la raison de leur urgence ? D'ailleurs, je me suis mis à regarder la série qui remonte à un peu longtemps, Project Blue Book. Regardez-la, ça en dit très long, mais c'est incroyable parce que c'est basé sur l'histoire vraie. Je ne veux pas vous en dire plus, je ne veux pas vous spoiler, mais allez voir parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est toute l'histoire de la série. Il y a 2 saisons et tu vois comment les militaires, comment les gouvernements ont manipulé les gens autour de phénomènes inexplicables. C'est top. Au début de l'année 1945, les États-Unis ont mis en place un programme de renseignement secret appelé Opération Paperclip, au cours duquel plus de 1600 scientifiques allemands ont été intégrés à diverses initiatives américaines. Les Nations Unies, quant à elles, ont été fondées peu de temps après ça, directement en octobre 1945. Et d'ailleurs, dans l'édition de mars 1945 d'un journal chilien du nom de El Mercurio, Byrd, qui venait de terminer donc l'opération High Jump, a déclaré qu'il était impératif pour les États-Unis de prendre immédiatement des mesures de défense contre des régions potentiellement hostiles aux 2 pôles, et que les États-Unis pourraient être attaqués par des objets volants capables de se déplacer d'un pôle à l'autre à des vitesses incroyables. Il est important de comprendre que Byrd ne suggérait pas que ces engins extraterrestres venaient de l'espace, mais plutôt des pôles nord et sud. De manière prophétique, Byrd semble avoir eu raison, car l'année 1947 a été marquée par une série d'observations crédibles d'OVNI à travers les États-Unis, culminant avec l'infâme incident de Roswell lors de la première semaine de juillet. Que l'opération High Jump a-t-elle déclenché ? Là, dans Blue Book, dans la série, les épisodes sur Roswell sont incroyables. 3 semaines après l'incident de Roswell, le 26 juillet 1947, le département de la défense des États-Unis a été créé. 2 mois plus tard, en septembre 1947, la Central Intelligence Agency, donc CIA, des États-Unis a suivi. Le mois suivant, les Nations Unies ont introduit leur logo qui mettait en vedette la Terre entourée d'un mur, avec l'Amérique du Sud la plus proche du mur extérieur, mais sans représentation réelle de l'Antarctique. Une couronne de laurier entoure le mur extérieur et s'ouvre en haut. Intriguant, dans la mythologie grecque, la couronne de laurier est associée à Apollon, le nom utilisé dans les missions Apollo vers la Lune. Tout comme la carte du monde de Gleason, le pôle Nord est représenté au centre. L'omission du pôle Sud est conforme au mandat des Nations Unies, cacher et contrôler ce que les nations peuvent ou ne peuvent pas faire au pôle Sud. Fait intéressant, d'autres organisations utilisent la même carte exacte avec la même couronne de laurier, comme l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation maritime internationale et l'Organisation mondiale de la santé. Représente-t-elle un consensus de compréhension que le pôle Nord est spécial et peut-être identique à un mur de glace qui fait le tour de notre monde tout en cachant la présence de continents supplémentaires au-delà ? La question est posée. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, donc de l'OTAN, a été lancée le 4 avril 1949. Cependant, ce n'est qu'en juillet 1958 que le National Aeronautic and Space Act a été promulgué en loi, créant l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, la NASA, avec pour mission de mener des recherches sur les problèmes de vol à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Ou voulait-il plutôt dire le firmament? Je sais, c'est dingue, voilà donc qu'une nouvelle théorie pointe le bout de son nez, parce que ce que je vous donne là, c'est des chronologies, c'est factuel. Après,
encore une fois, vous en tirez les conclusions que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez. Peut-être que d'autres qui sont beaucoup plus avancés dans leur réveil et qui ont fait des recherches beaucoup plus poussées savent que déjà ça très bien, très bien. Mais moi, voilà, moi j'en suis là, moi c'est ce que je découvre et je veux le partager avec vous parce qu'encore une fois, la recherche et la connaissance, c'est les premiers pas vers le réveil. Je sais, ça semble complètement dément, pourtant, vous allez voir, c'est loin d'être la seule carte qui interpelle et qui remet en cause le monde tel qu'on nous l'aurait présenté. Car si la carte de Gleason est sujette à caution, la prochaine va mettre tout le monde d'accord puisqu'il s'agit d'une des cartes de Mercator. Explorons d'abord le passé intrigant de Gerardus Mercator, géographe, cosmographe et cartographe flamand dont l'œuvre a captivé l'attention de ses contemporains, parmi lesquels se distinguait l'alchimiste énigmatique et conseiller éclairé de la reine Élisabeth I, John Dee. Après sa mort, la famille de Mercator réunit les trésors dissimulés de sa vaste bibliothèque cartographique pour donner vie à un atlas consolidé, miroir de son legs exceptionnel. Parmi les détails singuliers qui ornent ces cartes du monde, ce sont les contours du pôle Nord qui éveillent l'intérêt. Mercator, audacieux visionnaire, le situe non seulement au cœur de notre globe, mais dessine également un terrain circulaire divisé en 4 cadrans égaux où repose une île énigmatique. Sur cette scène, un roc colossal, une montagne d'une circonférence de 33 000, nommée Rupes Nigra, émerge avec majesté, baptisée du nom évocateur de Rocher Noir. Autour de cette île mystérieuse, un tourbillon monumental se déploie, escortant 4 rivières sinueuses vers son centre, créant ainsi un spectacle saisissant. Les éclats d'une époque révolue se reflètent dans la représentation que Mercator trace du pôle Nord, dont les origines, les amis, semblent puiser dans les vestiges d'un livre du XIVe siècle, aujourd'hui complètement égaré, l'Inventio Fortunata, littéralement la découverte porteuse de fortune. Si cet ouvrage a disparu, ses échos persistent perceptiblement à travers des références et des indices. Une lettre datée du 20 avril 1577, dans laquelle Mercator répond à Dee au sujet de ses questionnements sur le pôle Nord, éclaire notre chemin vers des révélations captivantes, dévoilant les arcanes du centre authentique de notre univers. Les mots de Mercator à Dee ouvrent ainsi une fenêtre sur un savoir envoûtant, englouti dans le tourbillon des âges. Je vous lis la lettre. Au milieu des 4 pays, se trouve un tourbillon dans lequel se déversent ces 4 mers rétrécissantes qui divisent le nord. Et l'eau s'écoule en tournoyant et descend dans la terre comme si on la versait en travers un entonnoir. Il mesure 4 degrés de large de chaque côté du pôle, c'est-à-dire 8 degrés au total. Sauf qu'en dessous du pôle se trouve un rocher nu au milieu de la mer. Sa circonférence fait presque 33 000 français et il est entièrement composé de pierres magnétiques. Il atteint la hauteur des nuages, d'après le prêtre qui avait reçu l'astrolabe de ce moine en échange d'un testament. Et le moine lui-même avait entendu dire qu'on peut le voir tout autour depuis la mer et qu'il est noir et luisant. Et rien n'y pousse, car il n'y a même pas de quoi faire une poignée de sol. Et ici, on est confronté à exactement la même histoire que le firmament, les amis. On retrouve ces références de ce rocher. On va l'appeler Black Rock parce que vous allez comprendre après pourquoi. On retrouve ces références dans quasi toutes les cultures. Le mont Meru, la montagne sacrée de la cosmologie hindoue, jaïne et bouddhiste, semble être exactement le même que le Black Rock. Les textes védiques le désignent comme Paradisha et les japonais comme la goutte coagulée, l'origine de leur peuple et le nombril du monde. De plus, les 4 rivières qui coulent à partir du rocher du Black Rock rappellent les 4 rivières que le livre de la Genèse mentionne comme sortant du jardin d'Éden. De manière intrigante, Paradisha en hébreu signifie jardin. Et attendez, le plus fou, c'est que même la science d'aujourd'hui confirme qu'il y a quelque chose de pas net au pôle Nord. Regardez donc cette image satellite qui montre qu'une montagne immense trône en son milieu. Elle est si haute et si massive qu'elle dévie le vent. Vous le voyez en image là ?
J'ai entendu un spécialiste dire que cette masse, quelle qu'elle soit, a une taille immense pour pouvoir avoir cet impact sur le vent. Elle devrait mesurer plus de 100 km de haut et 64 km de diamètre. Regardez encore ces images que j'ai trouvées. Cette masse noire au milieu de ce tourbillon serait donc la plus haute montagne du monde. Je sais, cette théorie est folle, mais expliquerait beaucoup de mystères et d'incohérences. Et le plus fou dans tout ça, parce que vous savez que je ne crois pas aux coïncidences et que moi, chaque chose est forcément un indice, moi, perso, je n'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai lu l'histoire du Black Rock, de faire la corrélation. Encore une fois, au-delà de cette narration historique, le récit s'épaissit d'une étrange coïncidence donnant à réfléchir. Le géant mondial des conglomérats, BlackRock, détenteur d'entreprises, de tout. En fait, BlackRock, il détient tout parce qu'il détient Apple, Microsoft, Amazon, c'est les plus puissants du monde, se dresse curieusement dans le panorama. Vous n'allez pas me faire croire qu'ils ont choisi le nom BlackRock comme ça, parce que c'est une pure coïncidence. Je ne le crois pas. Pour moi, c'est un indice supplémentaire. Le manqué grand reset de 2020 à 2023 a été accueilli par un grand réveil, ne leur en déplaise. Et par conséquent, nous réalisons maintenant que nous vivons dans un monde dirigé par une cabale satanique qui souhaite nous garder captifs comme des esclaves. Avec cette connaissance, la manipulation de notre histoire prend désormais un sens. L'existence du firmament, du mur de glace et du centre d'ascension connu sous le nom de Black Rock suffit à dissimuler la véritable nature de notre monde. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? À nous de trouver, à nous de continuer à chercher. Nous ne pouvons faire confiance qu'à nos instincts. Brisons le dogme, n'est-ce pas? Il est temps de reconquérir notre véritable place dans l'univers et de rentrer chez nous en notre propre temps. Voilà les amis, ma vidéo est finie, je crois qu'elle a duré 3 heures. J'espère qu'elle n'aura pas été indigeste. J'ai essayé vraiment de condenser toutes les informations que j'ai donc trouvées parmi mes lectures de cet été. Et ce sujet m'a emballé, vrai, pas vrai, farfelu, pas farfelu. En tout cas, je trouve que c'est des pistes de réflexion qu'on ne peut pas négliger. Parce que je le répète, s'il y en a qui ont décroché, parce qu'il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils regardent mes vidéos en accéléré, ou genre un peu le début, à la fin, dans les commentaires, je vois bien qu'ils n'ont pas regardé parce que ils font des allusions de trucs que j'ai déjà parlé, que j'ai déjà expliqué. Donc, je le répète, encore une fois, tout ça est basé sur des recherches scientifiques. Ce ne sont pas on n'est pas dans des théories conspirationnistes. On est dans des théories qui sont documentées, faites par des gens qui avaient pignon sur rue en termes de connaissances, en termes d'intelligence, et voilà quoi. Et j'ai trouvé ça fascinant. Il y a encore plein de choses, parce qu'encore une fois, c'est vraiment un condensé. Est-ce que vous souhaitez que je fasse une autre partie? Est-ce que ce sujet vous a intéressé? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà les amis, pour moi c'est fini. Vous connaissez le système, surtout que ma vidéo de la semaine dernière a été démonétisée, donc je pense que je suis encore strikée par YouTube, bref. Voilà, donc vous savez, pour que je sois suggérée au maximum et que malgré tout les informations passent et qu'on puisse avoir... Encore une fois, il ne s'agit pas de dire j'ai raison, ça c'est la vérité. Il s'agit de s'ouvrir les uns aux autres, d'avoir des théories et de trouver la vérité qu'on tente clairement de nous dissimuler et d'être aussi les uns pour les autres. C'est pour ça que je vous demande de liker ma vidéo à fond, s'il vous plaît, à fond. Commentez, partagez. Les petits nouveaux, abonnez-vous, et parce que vraiment il faut qu'on soit le maximum à... Je sais pas, c'est fabuleux moi je trouve d'être curieux, pas vous? Bon, avant de vous quitter, je voulais redire un très bon anniversaire à Justine et un très bon anniversaire de mariage à Justine et à Origine Animale. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis. À dimanche.